Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à la deuxième journée du congrès de la FAPF. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée et que la nuit aussi, et que vous êtes en pleine forme pour une longue journée, qu'on a le plaisir de commencer avec notre présidente mondiale, la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, à laquelle appartiennent toutes les associations espagnoles à travers la Fédération espagnole des associations de professeurs de français. Elle est formateur, elle est formatrice, elle est même doyenne d'une école de formateurs, donc formatrice de formateurs et formatrice, et chef de cette école. Elle a une longue carrière d'études et des propositions didactiques. Elle a travaillé en plusieurs pays, dont le Canada, où elle a pratiqué et formé des gens sur, par exemple, la classe inversée. Elle a de nombreuses publications, mais surtout, dernièrement, elle s'est engagée dans ce monde associatif et elle a assumé des risques et des défis très importants, dont justement cette présidence de la FIPF. J'ai eu le plaisir de partager avec elle une partie de son mandat comme vice-présidente, et encore moi j'étais président de la CEO, et puis voilà, elle a pris le relais et elle a assumé une tâche très très difficile, mais très importante pour nous tous. Donc merci Cynthia pour tout ton travail. Merci de nous accompagner à ce congrès et d'ouvrir cette deuxième journée avec ta conférence. Merci. Merci, merci, cher Julian, et bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de prendre deux minutes juste de remerciement à Julian en tant que président et toute l'équipe, son bureau en fait, le bureau de la Fédération espagnole des associations d'Espagne, de cette invitation qui m'honore vraiment, parce que être sur le terrain avec les associations, c'est mon souhait. Se parler. La FIPF n'est pas loin de vous, la FIPF c'est là pour vous écouter, pour voir qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Donc l'atelier d'hier était un grand succès, je pense, pour aller sur des projets. Je vous attends aussi aujourd'hui sur les ateliers de la FIPF. Permettez-moi aussi de remercier Éclat International qui a pu aussi prendre en charge une partie de mon déplacement, parce que sans lequel je n'aurais pas pu être des vôtres. Voilà. J'ai un immense plaisir d'être en Espagne, un pays où le plurilinguisme, c'est pas un mot passager. Et aujourd'hui, je vais enchaîner là où M. Charodeau s'est arrêté hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en entrant dans la salle, je vous ai mis une chanson, la chanson donc de soprano, qui s'appelle Forest, qui est toute récente, et qui parle de la différence et de l'identité. Voilà, donc Forest, pour ceux qui l'ont entendu, ça parle de la salle de classe, de la souffrance de cet élève parce qu'il était différent en salle de classe. Et dans la chanson, il dit, justement, c'est une chance aujourd'hui. Toutes mes souffrances, aujourd'hui, je les regarde comme une chance. Et tout ça, c'est pour dire que j'enchaîne avec, hier, on a parlé de l'identité. Et cette construction identitaire, elle est à double volet, j'ai envie de dire. Donc on est aussi responsable, nous, de cette construction identitaire chez les apprenants que nous avons. Donc c'est une partie qui nous revient. Justement, valoriser l'autre, respecter l'autre, ce sont des valeurs
qu'on amène dans notre salle de classe, mais également cette construction identitaire pour nous en tant qu'enseignants, en tant que formateurs. Voilà, donc ça c'était ma petite introduction. Je vais y aller directement sur la question d'aujourd'hui, sur le plurilinguisme. Et est-ce que vous m'entendez par là? Très bien. Donc, parler de cette éducation au plurilinguisme, parler de politique éducative, hein, et il ne faut pas se cacher derrière, voilà, je le dis tout franchement, aujourd'hui, l'apprentissage, l'enseignement d'une langue est une question politique. Je pense que ça choque quelques personnes, mais bon, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut savoir, voilà, aujourd'hui aussi, les associations, ce sont des groupes de pression qui peuvent faire bouger la ligne, justement, de la politique éducative. On va parler aussi, dans notre cours de FLE, aujourd'hui, quelle est la place du plurilinguisme réellement? Est-ce que, voilà, j'en fais de temps à autre parce qu'il faut que j'en fasse, ou est-ce que c'est une conviction, ça devient une compétence intégrée parmi les autres compétences? Alors, je commencerai par, voilà, plurilinguisme, je le tutoie, hein, plurilinguisme, qui es-tu? On essaye de partir sur une petite définition. La deuxième partie, à quand remontes-tu? Et je vous pose cette question pour que vous réfléchissiez. Est-ce que c'est une question ancienne? C'est une question nouvelle? Depuis quand, à votre avis? Essayez de tracer dans votre tête à quand remonte le plurilinguisme. En troisième partie, on va voir l'Europe, en fait, hein, puisqu'aujourd'hui on se trouve en Europe. Et encore une fois, j'ouvre le plurilinguisme au monde. Ce n'est pas uniquement une question d'Europe. C'est vrai qu'elle est davantage abordée sous l'Europe, mais bon, c'est politique linguistique et éducative en Europe. En quatrième point, je parlerai donc du plurilinguisme dans la formation des formateurs aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais si nos formateurs ne sont pas formés, on a beau dire intègre le plurilinguisme dans ta salle de classe, oui, mais je fais quoi après? Et si le temps me permet, Juliane va me faire signe, je donnerai quelques pistes dans la salle de classe, hein, donc des pistes pratico-pratiques, et on essaiera de clôturer ensemble. Alors, le postulat de départ, vous voyez que déjà dès le XVIIIe siècle, je prends une citation de Goethe qui nous dit « Les langues, ça ne fonctionne pas comme des vases communicants, elles ne sont jamais en concurrence. Plus on en apprend et plus cela facilite l'apprentissage de nouvelles langues. Il y a un effet cumulatif, donc l'apprentissage d'une langue ne nuit pas à l'apprentissage d'une autre langue, c'est tout le contraire. » Et déjà, on voit cette diversité et ce plurilinguisme valorisé déjà dès le XVIIIe siècle, versus un marché qui tend à installer des formes, j'ai envie de dire, d'homogénéisation linguistique. Donc voilà le postulat de départ, c'est au contraire, tant qu'on apprend de langue, tant que c'est mieux, parce que justement c'est constructif et que ça ne nuit pas. Donc si on part d'une tentative de définition, hier dans la séance inaugurale, on a entendu dire le plurilinguisme c'est, et j'avais préparé une conférence interactive, malheureusement pour des questions techniques ça n'a pas marché, mais j'aimerais vous écouter. Si je vous dis aujourd'hui le plurilinguisme pour vous en des mots, ça serait quoi les mots que vous dites? Donc c'est des mots comme ça qui sont symboliques pour vous en parlant du plurilinguisme. Diversité. La diversité, merci. Partage, c'est une compétence. Pluralité, interculturalité. Ah oui, il y a toute la notion d'interculturalité, justement. S'enrichir.
enrichir cette notion de plurilinguisme, donc voilà, intercompréhension, éveil, les approches plurielles, on en parle beaucoup de ces approches plurielles, une didactique intégrée, il y a plein de termes que vous avez déjà utilisés, mais surtout, on est égal à égal. Il n'y a pas une langue qui a la dominance par rapport à une autre langue. On est égal à égal. Chacun est valorisé dans sa culture, chacun est valorisé dans sa langue. Alors, en fait, si, voilà, on a notre Bible, entre guillemets, et si on regarde ce que le les langues nous dit, alors, on parle d'une compétence, voilà, ça a été dit tout à l'heure, c'est une compétence, donc ça s'apprend, une compétence. On ne veut pas penser que c'est inné et voilà, on l'a ou on l'a pas. Non, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, et donc cette compétence à communiquer, l'engager, à agir culturellement d'un acteur social, retenez le terme acteur, parce qu'on va revenir là-dessus, qui possède à des degrés divers la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Alors, assurément, dans le volume complémentaire, on trouvait que, bon, c'était quand même un peu restreint, il faut le dire, dans le cadre. Et dans le volume complémentaire, on vient rajouter la notion donc, du plurilinguisme qui constitue un répertoire linguistique dynamique et évolutif. Et je trouve cette notion d'évolution d'un apprenant, d'un utilisateur est quand même importante, justement pour garder cette dynamique tout le long de la vie. Alors, toujours dans cette partie de plurilinguisme qui est tue, alors on regarde un petit peu et on voit que les compétences sont centrées sur le locuteur en tant que tel. Donc, c'est la compétence des locuteurs d'être capable d'employer plusieurs langues, donc plus d'une langue. Et encore une fois, quand on parle de plurilinguisme, on parle de locuteur. Alors là, je vous pose la question, des fois on parle de multilinguisme. Et quelle est la perspective? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Hola, 1, 2, 3, ¿me oyes? Hola. Une perspective qui est centrée davantage sur les langues. Par exemple, on dit un État peut être monolingue ou plurilingue ou multilingue. Voyez? Donc, par exemple, je prends l'Espagne. On est bien d'accord que l'Espagne est un État multilingue puisque l'accent ici n'est pas mis sur les locuteurs, mais davantage mis sur le territoire. Donc, c'est un territoire qui porte ou non, quand on parle du Canada, le Canada est un pays, multilingue, puisqu'il y a il y a 2 langues officielles, mais il y a plusieurs langues qui cohabitent à côté et qui sont valorisées également. Voilà. Et on passe à une autre notion qui a été aussi évoquée, c'est l'interculturel. L'interculturel, justement, concerne ce contact, le contact entre différentes cultures, entre différentes ethnies, entre... Voilà. Donc, c'est ce contact, c'est le fait d'aller vers... Je bouge beaucoup. Voilà, donc, encore une fois, c'est cet interculturel donc, qui concerne les contacts, donc le pas qu'on fait pour aller vers la colline de l'autre. Et ce qui est intéressant dans l'interculturel, ce n'est pas seulement ce pas qu'on fait vers l'autre, mais c'est ce regard réflexif qu'il renvoie vers nous. Et quelquefois, qu'on prend pour acquis ou il est inconscient quelque part chez nous. Et là, c'est ce que l'autre renvoie vers nous, c'est extraordinaire ce miroir réflexif. Alors, encore une fois, la langue, c'est le reflet d'une culture. On tangue ensemble, ça a été dit hier, je ne vais pas le répéter. On ne peut pas donc avoir une culture sans langue et une langue sans culture. Donc, c'est encore une fois un dialogue et une complémentarité, une richesse extraordinaire. On arrive à la notion de politique linguistique et la notion de politique linguistique éducative. Donc voilà, tout ça, c'est des termes que j'essaye de définir au départ pour qu'on parte sur de bonnes bases.
Et encore une fois, je suis désolée, je fais des définitions très vulgarisées, très très simples, parce que je peux vous sortir des définitions très très longues, mais finalement, j'aimerais voilà, qu'on retienne donc des éléments avec un jargon simple et qu'on puisse notamment l'utiliser dans notre salle de classe dans notre travail. Alors les politiques linguistiques, vous savez, quand on parle de politique linguistique, on va aller regarder les droits linguistiques. Est-ce que s'il y a des minorités dans un pays, leur langue est respectée, leur langue elle est accordée? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer dans leur propre langue ou pas? C'est aussi quand on décide la langue officielle, donc l'affichage public, comme on parle par exemple au Québec de la loi 101, qui oblige est-ce que le français soit aussi une langue qui s'affiche sur tous les produits qu'on achète dans la vie de tous les jours, qui puisse être affiché voilà, à côté de l'anglais, et en premier, pas à côté de l'anglais, mais avant l'anglais dans les provinces où on parle français. Il en est de même en France pour la loi Toubon, qui s'est battue également pour que les affichages sur la nourriture qu'on achète, sur voilà, tout ce que dans le quotidien, que cet affichage puisse être également en français. Donc voilà, c'est tout ce qui se réfère aux médias, aux tribunaux, à la vie de tous les jours. Donc on va aller parler de politique linguistique. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est cette politique linguistique, mais éducative, où on va aller voir l'enseignement des langues. On en a parlé hier dans les ateliers. En Espagne, dans les provinces, on n'est pas à égalité. Il y en a où le français voilà, est considéré comme une langue étrangère, une première langue étrangère, et d'autres qui considèrent non, que c'est la langue régionale, qui est la deuxième langue, etc. etc. Donc c'est cet enseignement des langues, de l'école élémentaire aux enseignements supérieurs, même professionnels, qu'est-ce que l'État nous dit? Comment l'État nous accompagne sur ces politiques linguistiques et comment nous aussi, on peut ne pas être d'accord et on peut peut-être faire bouger les lignes si la volonté est là et si on est nombreux à y croire. Et j'y crois. Alors, ceci m'amène à la deuxième partie. Donc, je vous ai posé la question tout à l'heure, quand on parle de plurilinguisme, est-ce qu'on peut essayer de situer un tout petit peu le plurilinguisme? Si vous dites-moi si vous pensez que c'est quelque chose de très moderne, ancien, voilà, je vous écoute avec vos mots. Et n'ayez pas peur, hein, on peut dire. Oui? Qui veut se prononcer? Est-ce que c'est le cadre européen? Le cadre européen. On est d'accord? C'est peut-être le cadre européen qui a amené un peu le plurilinguisme? Oui, non? Oui? Ok. D'autres ne sont pas d'accord? Eh ben, oui. Pourquoi tu nous dis ça? Tu peux nous expliquer? Le créole, ok, super. Alors, qu'est-ce que tu as raison? Pour moi, justement, le premier centre de langue de l'histoire de l'humanité, c'est justement la tour de Babel. Quand on regarde un tout petit peu, regardez, chacun s'exprimer dans sa propre langue, et quand on regarde la Bible de Jérusalem, on lit, donc allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Donc justement, le plurilinguisme, ce n'est pas une fantaisie, c'est justement l'essence du monde au point de départ. Une autre preuve aussi, donc quand on regarde la pierre égyptienne de Rosette, on voit qu'elle a été gravée en 196 avant Jésus-Christ, et quand on regarde, qu'est-ce que vous voyez sur la Rosette? Oui, Combien de langues on voit? 3, oui, justement. Il y a des exemples qui abondent comme ça. Et ces langues, on voit bien que sur cette stèle, il y a l'hiéroglyphe déjà, et en deuxième temps, vous voyez, ils sont séparés par cette marche, le démotique et enfin le grec ancien. Donc justement, ce sont ces éléments pour nous dire que le plurilinguisme,
c'est pas une fantaisie, c'est le monolinguisme qui est plus imposé par les États modernes. Hein. Et quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui, la langue qui est le plus en danger, c'est l'anglais. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien oui, parce que l'anglais de Shakespeare, l'anglais parlé qui n'est pas le globish. Le globish, c'est quand, voilà, j'ai à peu près 1500 mots dans mon répertoire, je me débrouille un tout petit peu, je parle anglais, mais l'anglais, la langue anglaise, c'est les profs d'anglais aujourd'hui qui se plaignent énormément en disant, mais on ne comprend plus ce que nos apprenants nous écrivent, parce qu'on est justement parti sur cette notion de simplifier autant que possible. Et on se retrouve donc et c'est ça aujourd'hui, on ne se bat pas contre l'anglais, mais on se bat contre une hégémonie d'une langue. Et cette hégémonie, justement, quelquefois, est la seule langue utilisée dans des sphères d'activité qui sont des sphères cruciales pour l'humanité, par exemple en sciences, en diplomatie, en économie, etc., etc., où l'avenir si vous voulez, la langue qui n'est pas sienne, c'est elle qui est vraiment utilisée pour discuter de notre avenir. Et c'est ça notre inquiétude, justement, parce qu'elle n'est pas enracinée dans une culture, ni dans un vécu, et on ne maîtrise que quelquefois, comme j'ai dit, d'une façon rudimentaire. Alors, de plus en plus, donc il y a eu bien sûr la recherche en didactique, il y a eu des vagues qui nous ont ramenés vers ce plurilinguisme, des étapes qui nous ont ramenés vers le plurilinguisme, et donc justement, c'est une donnée essentielle pour comprendre davantage le fait humain. Et là, on parle justement d'écho, de transformation de la société. La société aujourd'hui évolue et on est le reflet de cette évolution. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est un battage médiatique où on nous dit ah oui, il faut apprendre des langues vite. Voilà, je vous fais une série de battages médiatiques qu'on entend dans la vie tous les jours. Assister justement, c'est une nécessité de parler plusieurs langues. C'est indispensable. L'anglais d'abord parce que c'est une langue internationale. Je ne suis pas d'accord, hein, je vous dis le battage qu'on entend, les médias, autour de nous. Et souvent, cette langue, encore une fois, est réductrice. On entend aussi, oui, il faut apprendre les langues dès le plus jeune âge, le plus vite possible. Voilà, donc le plus utilement possible, etc., etc. Et tout ce battage médiatique a contribué quelquefois à faire bouger les lignes, à dire bon, stop. Oui, pour apprendre des langues, mais c'est des langues justement à égalité. Je suis valorisée dans ma langue, tu es valorisé dans ta langue, et on va essayer de trouver juste un point commun pour un meilleur vivre ensemble. Et je reviens sur le guide, donc où on dit toutes les entités nationales sont multilingues, même celles qui se disent homogènes. Et tout à l'heure, si le temps me permet, je vais vous montrer quelques photos prises dans les rues. Je n'ai pas eu encore le temps de prendre des photos à Cuenca, mais on va y aller sur ce paysage linguistique qui nous parle énormément et qui montre même dans des endroits qu'on considère homogènes, c'est pas si homogène que ça. Je pense à la Corse, là j'étais à Toulouse la semaine dernière, extraordinaire, on parle occitan dans le métro pour nommer maintenant les stations. Donc il y a une revendication nationale, une identité, une revendication linguistique et identitaire qui se réveille. On voit à Nice les noms des rues également écrits en nissard, etc., etc. Donc c'est pas si homogène que ça. Alors si on regarde un peu l'Europe, on sait qu'il y a eu un pas géant qui a été fait, et ce pas géant, donc, de passer des pays européens qui sont dans le multilinguisme, donc pays les uns à côté des autres, passer de cette diversité linguistique pour justement une éducation au plurilinguisme, une éducation plurilingue. Et ce qu'on entend par cette éducation plurilingue,
Donc, c'est justement qu'il y ait une cohérence entre les langues, que ça ne soit pas, comme je l'ai mis dans les citations, que ce ne soit pas constitué par une somme de décisions qui sont déconnectées les unes des autres, bien au contraire, qu'il y ait un alignement dans les décisions politiques et par conséquent, donc, arriver à éduquer au plurilinguisme dans les politiques. Donc voilà, on s'approche de la journée. Je pense que quelques enseignants d'entre vous sont en train de préparer pour la journée européenne donc, des langues qui se fête le 26 septembre. Et que c'est une occasion, ce n'est pas une journée par an certainement où le plurilinguisme est mis à l'honneur, mais en fait c'est la journée où on peut justement davantage parler, passer ce message de bouche à oreille, etc., pour une valorisation de notre identité. Alors, aussi, il faut reconnaître, c'est ce que j'ai dit au départ, donc reconnaître le caractère politique de la question d'enseignement des langues. Tout est politique derrière, donc voilà, la question de langue est une question politique. Est-ce que les pays francophones vont se mobiliser ou pas pour l'apprentissage du français? Toutes ces questions, enfin, on peut en parler pendant des heures sur la question politique. Et aussi, donc, aller sur le fait que ce n'est pas un objet d'enseignement simultané des langues. Encore une fois, je répète ça, le plurilinguisme, ce n'est pas apprendre 10 langues à la fois. Le plurilinguisme, c'est justement un développement de cette compétence plurilingue et celui de son éducation interculturelle comme forme de vivre ensemble. Et on va y aller sur des pistes d'éveil aux langues, d'intercompréhension entre les langues, etc., de telle façon à ce que, justement, cette compétence soit une forme de vivre ensemble, de respect, de valoriser l'autre dans sa langue, dans sa culture. Alors, par éducation pluriculturelle, donc justement, c'est cette prise de conscience, en fait, pluriculturelle qui compte. C'est également l'acceptation, comme je viens de dire, l'acceptation positive, en fait, de l'autre, de sa différence. Et aussi, c'est la notion, donc, de capacité à interagir, à créer de relations avec les autres. Donc, autrement dit, cette prise de conscience et cette reconnaissance de la diversité donc, passe par des répertoires linguistiques pour reconnaître, encore une fois, valoriser la coexistence, les variétés linguistiques, mettre en relation justement les enseignements entre eux, quoi, les enseignements de langue, et favoriser certainement une formation, une éducation plurilingue. C'est un travail, je dirais, de découverte, d'observation, de comparaison entre les langues, et ceci de tout statut. Alors, par éducation plurilingue aussi, donc on n'entend pas uniquement ce qui se passe en salle de classe, donc on peut penser également aux activités extrascolaires qui visent justement à valoriser, à développer des compétences linguistiques, et ceci dès les premiers apprentissages et tout le long de la vie, parce que le plus souvent on va penser aux approches plurielles et au plurilinguisme en primaire, on va un peu les oublier peut-être dans le secondaire et encore moins dans l'universitaire. Ben non, c'est tout un processus tout le long de la vie et ça ne s'arrête pas uniquement au primaire. Donc, des activités qui sont destinées justement à sensibiliser cette diversité des langues, qui ne visent pas, encore une fois, à les faire acquérir, ce n'est pas ça l'objectif, quoique ça aide énormément après l'apprentissage d'une langue, bâtir sur une langue pour apprendre une autre et une autre, ça aide énormément, mais l'objectif, encore une fois, n'est pas justement de sensibiliser, faire acquérir les langues, toutes les langues, et ne constitue donc pas un enseignement de langue à proprement parler. Alors, je vais vous laisser regarder une petite capsule vidéo. J'ai pris le titre du congrès, du colloque aujourd'hui, Le français vers un monde plurilingue. Et je vais vous montrer justement comment en salle de classe de français on peut s'ouvrir sur le monde à travers les langues de la classe, donc les langues sources.
Alors j'ai choisi une séquence de grammaire, donc notamment de l'affirmatif, de la négation, qui justement, c'est très important parce que déjà, c'est un peu déstabilisant. L'enseignant, il n'est plus dans sa zone de confort, ce sont les apprenants qui sont dans leur zone de confort parce qu'on va faire appel à eux et dire ah, « Tiens, et toi, dans ta langue, comment tu dis ça ?» Et le prof, il ne maîtrise pas toutes ces langues. C'est lui qui est un peu déstabilisé, qui va dire « Ah oui », qui va répéter, qui va faire des efforts. Et c'est encore cette inversion de posture, je pense, est très, très valorisante, justement pour les apprenants, pour dire « Oui, moi je sais des choses, je peux apprendre à mon professeur aussi des choses, et je peux apprendre à la classe des choses, et regarder, ma langue est respectée. Voilà, je deviens expert, entre guillemets. Hein, donc le prof n'est pas justement... La relation n'est plus dans un seul sens, mais dans plusieurs sens. Et c'est là où le prof va dire, tiens, ouais, maintenant je comprends pourquoi en russe, comme il n'y a pas ne pas, c'est un seul mot, je comprends pourquoi, par exemple, mes étudiants russes, ils vont utiliser le livre né sur la table, parce que comme pas, voilà, et ça va justement renvoyer un miroir réflexif, encore une fois, sur l'apprentissage de la langue. Et quoi de mieux qu'une salle de FLE pour faire ce travail? D'accord? Donc je prends une petite séquence et après, est-ce que vous connaissez cette capsule vidéo « Comparons nos langues » je vous la conseille. Je vois que beaucoup qui hochent la tête non, mais je vous la conseille parce que ça donne vraiment des pistes très pratico-pratiques pour la salle de classe. Je vais en parler pour la formation de formateurs, mais il y a pas mal de pistes justement sur des apprentissages de vocabulaire, d'imagier international, de morphosyntaxe, etc. etc. Ah. Du langage ont montré qu'on apprend toujours une langue en référence aux langues qu'on connaît déjà. Bien, tout à l'heure, vous me l'avez transformé à la forme négative. Qui me transforme la phrase arabe à la forme négative maintenant? Non. En français, je vais dire la gomme n'est pas sur la table. Et celle-ci, comment je vais la dire? الممحة ليس في الطاولة. الميمة ليس على الطاولة. ليس على الطاولة. الميمة ليس على الطاولة. On est d'accord? الميمة ليس على الطاولة. C'est pas ليس. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai mal entendu, tu sais. ليست على الطاولة. ليست على الطاولة. Il y a un mot qui dit non alors, là-dedans. Quel est le mot qui dit non? ليست. Oleg, d'après toi, quel est le mot en arabe qui va dire non? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans cette phrase? Oui. Quel mot? Qu'est-ce qu'on a changé? C'est. Dis-le. ليست. Leyset. C'est ce mot, les autres, qu'il faut trouver. En russe. Sterka ligit nastal. Alors, tu vas nous la prononcer, on va essayer de trouver s'il y a un mot qui dit non. Стирка не лежит на столе. Sterka ni ligit nastal. Qui peut la redire? Vas-y. Стирка не лежит на столе. Sterka. Ni ligit Не лежит на столе. stali. Qui peut venir au tableau? Un élève qui ne parle pas russe, c'est trop facile. Pour venir me rajouter les mots ou le mot qui dit non. On va voir où est-ce qu'il est. Écris-le. Écris-le. Stelka ni ligit. Stelka ne ligit. C'est encore. Fais-moi les gestes que j'arrive bien à le repérer, ce sont. Comme ça. Mettre comme ça. Ne. Et après. Mettre comme ça. Ne. On peut changer. On peut faire стёрка не лежит на столе et on peut faire стёрка лежит не на столе. Ah, tu peux le placer ailleurs. Oui.
D'accord, il y a deux façons. Alors. Oui, mais oui. Nastali. Je l'écris un petit peu mieux. D'accord. Donc pareil, un mot qui va dire non. Donc finalement, les systèmes sont un peu pareils dans les trois langues. Pour dire une phrase non, une phrase négative, eh bien, je vais rajouter un petit mot. Hein? Qui est-ce qui vient maintenant me les effacer, me les remettre à la forme affirmative? Lis-nous là d'abord. Terka ne legit nastale. Est-ce que... Alors finalement, j'ai trouvé en russe, en français et en arabe mes mots qui disent non. Français, ne pas qui entoure le verbe. Ça c'est en arabe la heiset et en russe ne. Voilà. Et voilà, c'est dans ce cours de français, justement, où l'affirmative, bon, bah, j'ai coupé un tout petit peu, mais bon, je vous enverrai les liens si vous souhaitez, et vous pouvez visionner toute cette capsule avec des exemples très, très significatifs. Justement, où, dans ce cours de français, on est allé vers les langues de la classe, ou la majorité de langues de la classe. Si vous avez remarqué, ce qu'ils étaient dans une posture quand même, ils sont à l'aise dans leur langue déjà, et ils se sont, je ne sais pas si vous avez remarqué au départ, ils se sont même autorégulés. Où elle dit Laïssa et un élève qui parle la même langue, il va dire non, c'est pas Laïssa, c'est Laïssat, etc. Eh ben, ils vont s'entendre à un certain moment et surtout tirer les leçons après. Hein, donc en français, comprendre pourquoi je vais. Il va expliquer à un certain moment où est la place de ne, où est la place de pas, etc., etc. Et comme ça, on va dire ah oui, tiens, dans ma langue, il n'y a pas le pas, ou il n'y a pas le ne, ou c'est pas à cette place que je vais le faire. Et ça va éviter justement de faire pas mal comment dirais-je, de progrès dans l'écriture, dans la façon d'utiliser la négation et l'affirmative. Le fait de renvoyer sur sa propre langue va être un pas justement vers un apprentissage plus lucide, plus éclairé. Alors, en salle de classe maintenant, quelle formation on peut faire en fait? Voilà, on voit qu'il y a un cercle très important qu'il faut passer justement pour amener le plurilinguisme dans sa salle de classe, mais réellement, il suffit de regarder les langues, de les observer, de comparer, d'aller sur tout ce qu'on enseigne dans la vie de tous les jours. On enseigne le vocabulaire, et bien justement, amener des questions et toi dans ta langue, comment tu le dis? Et toi dans ta langue, comment est-ce que tu le dis? Faire un imagier, probablement. Hein. Je vais vous montrer un imagier, peut-être, si le temps le permet, du Petit Prince. Prendre n'importe quel livre de littérature jeunesse et travailler le titre. Quand on regarde rien que le titre, Le Petit Prince, bon, il y a trois, hein, si on divise la phrase, et en portugais, comment ça se passe, et en allemand, partir peut-être sur des langues aussi, non seulement romanes, mais également aller sur d'autres familles de langues, etc., etc. Aller sur des questions de syntaxe, de grammaire, des questions justement de vocabulaire, etc., etc. Tout peut se ramener à la salle de classe et être regardé d'un point de vue plurilingue. Alors, voilà, grosso modo, c'est être capable d'établir des relations, c'est ça, établir des relations entre les différentes langues et utiliser justement ces connaissances pour leur enseignement. Donc avoir l'œil, avoir cette ouverture de dire oui, ben moi ça m'intéresse, je veux valoriser les apprenants, je veux valoriser leur langue, et ben voilà, et je veux demander non seulement cette valorisation, mais je vais demander également aux autres apprenants d'avoir cette oreille ouverte à d'autres langues, d'avoir cet esprit ouvert à apprendre de nouveaux mots, et pouvoir communiquer dans une nouvelle langue. Proposer aussi un enseignement centré sur l'apprenant, qui prennent en considération les connaissances et les compétences préalables à celui-ci et transposer ces connaissances et ces compétences dans une langue pour l'apprentissage d'une autre, comme je le disais tout à l'heure, notamment dans cet objectif de développer les potentiels linguistiques, communicatifs et cognitifs donc des apprenants. Alors la didactique de l'intercompréhension, ça existe. Hein, donc assurément, on peut lire énormément de choses. Il y a des formations qui se font également sur la didactique de l'intercompréhension. Ça vient justement aider à soutenir
le développement plurilingue réceptif. Encore une fois, on ne veut pas qu'ils apprennent toutes les langues du monde, enfin on le souhaite certes, mais ce n'est pas l'objectif. C'est de soutenir le développement plurilingue réceptif et acquérir des compétences partielles, pouvoir se débrouiller avec une langue voisine, une langue à côté, une langue qu'on parle dans la classe et quelquefois on passe à côté. Alors, en pratique, donc, ce sont des processus et des stratégies qui sont, qui sont utilisées pour comprendre un texte en langue inconnue. Donc, voilà, quelles sont les stratégies? Les mêmes stratégies qu'on utilise pour apprendre le français peuvent s'appliquer sur des stratégies, justement, de plurilinguisme. Établir des liens également pour une meilleure compréhension et, justement, trouver des représentations mentales d'une langue et comment est-ce qu'elle peut influencer les apprentissages et les simplifier. Alors ça passe par des filtres linguistiques. Parmi ces filtres, je vous ai mis quelques-unes, il n'y a pas que ça, mais il y a quelques-unes. Le vocabulaire international, j'en parlais tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Le vocabulaire de la famille des langues, les correspondances entre les phonèmes, des graphies, des types syntaxiques fondamentaux, des préfixes, des suffixes, etc., etc. Donc tout ce qu'on fait vraiment dans la salle de FLE pour apprendre le français peut être transposé vers observer les autres langues, comparer ces autres langues, qu'est-ce qu'on en tire pour l'apprentissage du français et qu'est-ce qu'on tire de cette ouverture vers les autres cultures et les autres langues. Alors, quelques pistes, très rapidement. Alors, ces pistes, je les tire en grande partie d'un manuscrit, d'un livre qu'on est en train d'écrire en ce moment, qui paraîtra prochainement, j'espère, peut-être en 2023, qui porte sur le plurilinguisme. Et donc, il y a quelques images qui ont droit d'auteur et autres, mais quand même, par exemple, parmi l'intercompréhension entre les langues, j'ai pris identifier des langues. Déjà, rien qu'apporter quelques autres langues de la salle de classe et les amener pour cette ouverture, identifier les langues. C'est quelque chose quand même de très très simple qu'on peut faire en observant justement qu'est-ce qui se passe, où est la place du verbe ici, qu'est-ce qui change. Regardez, on est dans une série de verbes, de phrases de langue romane et on a rajouté une langue germanique. Et qu'est-ce qui change? Pourquoi? On est dans cette interrogation, justement, amener les apprenants à trouver ces éléments-là, à pouvoir trouver le sens implicite des phrases. Ou bien, par exemple, travailler sur le réflexif, travailler sur le sens réflexif dans la salle de classe. Qu'est-ce qui change? Comment on le dit en espagnol? Ah oui, ben oui, est-ce que le sujet... Vous voyez, donc toutes ces questions d'intercompréhension entre les langues peuvent être ramenées à des niveaux divers en allant de A1 jusqu'au niveau C1, donc sur des textes en espagnol et exposer la personne qui ne parle pas espagnol à une réalité où, à l'écrit, je suis capable de trouver des mots transparents, je suis capable de trouver des mots qui existent peut-être dans ma langue, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un travail extraordinaire d'ouverture vers le plurilinguisme comme un premier pas vers le plurilinguisme. Il y a aussi la possibilité, hier, on a assisté au conte. Et on était, vous voyez, il y avait 2 enfants, mais on était tous là. Et on était, je pense, moi d'ailleurs, j'étais scotchée par les contes. Et à chaque fois que j'écoute un conte, ça me rappelle ma grand-mère. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens que je connaisse qui n'aiment pas les contes. Et l'emmener sous cet aspect de kamishibai, d'abord d'écriture, d'illustration, plurilingue, je ne parle pas d'un kamishibai normal, un kamishibai plurilingue, est une activité extraordinaire. Moi, je l'amène à l'université avec mes apprenants qui sortent justement d'un kamishibai extraordinaire, illustré, créé, plurilingue, où on va apprendre sur les autres, on va aller chercher au moins 4 langues différentes dans un kamishibai,
Le fait aussi de travailler sa phonétique dans la langue cible qu'est le français, aussi dans la langue source, hein, pour les autres, est une tâche aussi, c'est une porte d'entrée dans le plurilinguisme qui est très très simple et aussi motivante. C'est les produits, donc les productions des apprenants, justement, qui peuvent être valorisées. Alors, bien sûr, là, on peut travailler sur toutes les notions d'alternance codique et autres, bref, mais je pense que c'est une porte d'entrée très, très importante aussi. Alors, les fleurs de langue, je pense aussi d'entre vous, il y en a qui le font. Les fleurs de langue, c'est une activité qu'on peut faire sur le plurilingue. Est-ce qu'il y en a qui la font ici? Ok. Bon, alors, peut-être qu'il ne faut pas que j'aille très très vite parce que je croyais que... Là, donc, la fleur de langue, c'est, voilà, je rentre en classe, mes premiers cours. Et je ne sais pas ici comment ça se passe, mais en France, quelquefois, on a des personnes qui parlent d'autres langues mais qui ne veulent pas le dire. Parce que c'est négatif, hein, quelquefois. Ben, par exemple, des apprenants qui parlent l'arabe algérien, qui veulent le cacher. Et des fois, on le découvre à travers les parents, bien plus tard. Et on dit que c'est dommage. Qu'est-ce que moi, enseignante de français, comment je peux changer ça? Comment ce plurilinguisme peut vraiment trouver sens dans ma salle de classe? Eh bien, la fleur de langue, c'est très simple. On commence au début de l'année à aller sur des biographies langagières. Peut-être que je vais faire celle-là et ensuite je reviens à... Voilà. Commencez peut-être à travailler sur la biographie langagière et ça se fait là à tout niveau. Je vous ai pris de mes apprenants primaires jusqu'à l'université. Dans cette biographie langagière, c'est mon histoire avec les langues. Quelles sont les langues que je parle? Quelles sont les langues que j'ai apprises à l'université? Quelles sont les langues peut-être de mon quartier? Mes meilleurs amis parlent quelle langue? Quelles sont les langues que je rêve d'apprendre un jour? Etc., etc. Et à partir de cette biographie langagière, donc voilà, où on se connaît, on se connaît sur le plan langagier, c'est comme notre identité langagière. Et bien, demandez peut-être aux apprenants, à un certain moment, d'aller vers la fleur de langue, où chaque pétale constitue un membre de la salle de classe. Et c'est super valorisant de voir voilà, son drapeau, de voir ces langues qui sont écrites, et pourquoi pas, des fois, amener, je parle à un niveau primaire, secondaire, etc., amener les parents à jouer un rôle important. Beaucoup aujourd'hui amènent les parents dans la salle de classe. Peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, un parent peut venir lire une histoire dans sa langue et communiquer peut-être quelques vocabulaires internationaux, genre les salutations. Comment ça se dit eh ben, je ne sais pas, en portugais, comment on peut dire bonjour, comment on peut dire au revoir, comment je peux dire je m'appelle, etc. Choisir un compte, peut-être un seul. Hein, il y en a plein, je peux vous donner plein d'exemples, ou plusieurs du choix des parents également. Et que ça ne prend pas beaucoup d'investissement là-dessus, c'est une belle ouverture également vers le plurilinguisme. Alors le paysage linguistique, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est mettre les apprenants dans une posture de chercheur, les amener en dehors de la classe, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du dehors, outdoor learning. Donc on va sortir dehors, on va découvrir le quartier de notre université, le quartier peut-être, je ne sais pas quel quartier, le centre-ville, voilà, et on va aller regarder le paysage linguistique, non seulement à travers des pancartes, de panneaux et autres, mais aussi, je ne sais pas, dans les magasins, où je peux trouver quelle langue, pourquoi ici je trouve du français, quelle est la référence, sur les nourritures. Donc il y a plein d'éléments qu'on peut regarder, être attentif à son paysage linguistique, les mettre dans cette posture de chercheur. Et comme le plus souvent les enfants, ils ont un niveau, quand nous on regarde, il y a des choses on regarde un peu plus haut, et eux ils découvrent des choses dans la nature extraordinaires que des fois nous on passe à côté et on ne les voit pas. Donc ici, je vous ai dit la semaine dernière j'étais à Toulouse et ça m'a attiré l'attention, j'ai dit tiens, rue Lafayette. Et quand on regarde en occitan, on voit c'est Marquès. Et pourquoi ce type de noblesse a disparu d'un coup? Et il y a toute une histoire derrière, hein, sortie. Et là, c'est des apprenants dans la vie de tous les jours qui passent à côté et qui me disent « Ah oui, ben non, on n'a pas fait attention.
des professeurs même qui disent, des professeurs de français. C'est intéressant, notre environnement est très très riche et il faut l'exploiter. À côté, donc, bien sûr, des manuels scolaires que nous avons, etc., etc. On a un quotidien, on a un vécu, c'est personnalisé ça. La revendication corse au centre, vous voyez, on va garder juste la langue corse parce que ça en dit beaucoup. C'est une colère peut-être populaire ou autre, et c'est quelque chose qu'on peut également, enfin excusez-moi, je n'ai pas pris d'exemple ici parce que je n'ai pas encore eu le temps, mais il y a plein de choses et je sais que demain, Juliane, on a une excursion et je vous invite tous et toutes, si vous trouvez dans votre paysage linguistique des éléments intéressants, n'hésitez pas à les prendre en photo. Je serais ravie que vous puissiez me les envoyer, qu'on en discute, comment est-ce que également vous pouvez les amener dans votre salle de classe. Et la même chose à Nice avec le Nissar, enfin là, cette revendication, si vous voulez, on est toujours en France, un pays qui a voulu à un certain moment étouffer le régionalisme, et bien qui revient d'une façon ou d'une autre dans les pancartes, dans le paysage linguistique, dans la nourriture, dans plein de choses. Alors, voilà un petit imagier donc, plurilingue, où on voit ici l'espagnol, le français, le portugais et l'anglais qui ont été travaillés sur une œuvre de littérature jeunesse. Ici, ça peut être Le Petit Prince, je l'ai pris parce que quand vous regardez la belle pancarte là, vous ne pouvez pas passer à côté, donc on voit bien le Petit Prince, et je dis, je vais peut-être illustrer le Petit Prince à travers les titres, à travers un vocabulaire international, renard, comment est-ce que je le dis en espagnol, les langues de la classe en fait. Voilà, créer un imagier comme ça, réécrire l'histoire du Petit Prince, comme vous voyez les 4 dernières diapo ici, c'est la réécriture de la classe en fait du Petit Prince, travailler le calendrier, travailler justement les rappels, les mois de l'année, etc., à travers une œuvre d'un point de vue plurilingue, encore une fois. Le paysage sonore, donc je puise le paysage sonore chez Elisabeth Lott, qui dit grosso modo, et je vais faire vraiment très vite, que quand on est dans la rue et on entend quelqu'un qui parle notre langue de loin, on reconnaît tout de suite notre langue maternelle. Et j'ai été frappée souvent dans des rencontres où je parle québécois, où je peux le faire, hein, mais bon, je m'adapte, et ou bien je présente une capsule vidéo où on parle québécois. Et c'est des Français, voilà, ou des francophones dans la salle et qui me disent « Oula, l'accent, oh, qu'est-ce que c'est lourd !» Et je réponds toujours comme on répond au Québec, mais chacun de nous a un accent. C'est par rapport à qui, à quoi on définit les accents, n'est-ce pas? Donc, par rapport à qui? À la France? Quelle France? La France du Sud? La France de Paris? Voilà, voilà, cette question d'accent, elle vient me chercher quelquefois, parce qu'on en a tous un accent quelconque. Et pourquoi pas amener cette question d'accent d'une façon riche en salle de classe? Amener justement ce paysage sonore à travers, je ne sais pas, des petites phrases, des enregistrements qu'on peut prendre de notre environnement local et les laisser deviner la langue. Et pourquoi, et comment, et quels mots les a aidés, etc., pour amener justement cette notion de paysage sonore également dans le plurilinguisme, dans le vif du plurilinguisme de la salle de classe. Les signatures plurilingues aussi, peut-être quelque chose d'intéressant, où au début de l'année, on peut faire une signature plurilingue en « oui, et toi dans ta langue, comment est-ce que tu signes ?» Et là, ils vont dire « je parle cette langue ». Quand toi, enseignant, tu amènes la langue d'une façon valorisée, eh bien, ceux qui disent « moi, je ne parle pas cette langue », ils vont se manifester. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais je serais ravie également qu'on puisse discuter de ça. Bref, pour conclure, donc, comprendre et connaître une langue, c'est déjà comprendre plusieurs langues, et il faudrait vraiment prendre conscience de cet élément-là. Le plurilinguisme, c'est entraîner les apprenants à l'intercompréhension des langues à travers des activités intéressantes, ludiques, rattachées à notre programme, rattachées au vécu de la salle de classe, la langue source, la langue cible,
les cultures, motiver, mobiliser les connaissances et les stratégies qui existent déjà, parce qu'on bâtit sur l'existant pour aller au-delà, et développer de nouvelles stratégies justement pour faciliter l'apprentissage. C'est également, et je finis là-dessus, l'apprentissage d'une langue et d'une culture étrangère n'est pas un produit à acheter. C'est ni même seulement une compétence à acquérir, mais c'est une expérience à vivre, patiemment, assidûment, attentivement, comme l'apprentissage sportif ou artistique. Et je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je serai ravie de répondre. Des questions ou commentaires ou expériences de vie aussi. Je suis preneuse. D'accord, ben merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Ah oui, pardon, oui. La dynamique de la fleur de langue. Oui, la fleur de langue, c'est une technique donc, qu'on amène en salle de classe pour valoriser justement les langues, les techniques, les cultures de la classe. Alors, chaque apprenant, c'est la fleur qui représente la classe en entier. Et chaque pétale est un membre de la classe sur lequel, par exemple, sur la pétale, on va aller écrire son nom, on va écrire son pays peut-être d'origine, on va écrire les langues qu'il maîtrise, et on va écrire, je ne sais pas, un plat national qu'il aime. Donc il y a plusieurs éléments, je peux discuter avec vous tout à l'heure sur des techniques qu'on peut amener à travers la fleur de langue qui vient résumer et que c'est quelque chose qu'on affiche dans sa salle de classe pour valoriser également. Donc comme ça je sais que par exemple, je ne sais pas, Isabelle, elle parle espagnol mais elle parle également portugais et c'est des choses des fois qu'on ne connaît pas. Et notamment les jeunes ne veulent pas, les disent pas parce qu'ils ne trouvent pas que c'est opportun, que c'est valorisant. Mais amener des petites pistes comme ça pour valoriser leur culture et leur langue, et pour moi, est super enrichissant. Mais je serais ravie de discuter avec vous plus longtemps sur des techniques, sur des pratiques. Oui. Quelle excellente question. Merci de l'avoir posée. Voilà, parce que longtemps, on a condamné le passage par la langue maternelle pour l'acquisition d'une nouvelle langue. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est pas proscrit, que c'est même déjà en France l'enseignement de la deuxième langue, ça passe par la traduction, etc. Il y a 15 ans, c'était je sais pas ce que... Merci pour la question. Toi et moi, on appartient à cette génération où on nous a dit si les élèves utilisent leur langue maternelle, ce qu'on n'est pas bon, parce qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il faut le proscrire en salle de classe. Et heureusement que ce temps est révolu, heureusement. Parce que comme on a dit tout à l'heure, ce miroir réflexif passe justement par la langue maternelle. Sinon, comment je vais vraiment... Qui va renvoyer cette information à moi? Donc aujourd'hui, la langue maternelle, en tout cas je parle en général et du Canada, est un tremplin, est un passage important, très important. Après, attention, il ne faut pas qu'on bascule en entier sur la langue maternelle, mais voilà, la langue cible, c'est le français, et toutes les langues maternelles de la classe sont les bienvenues pour aller faire un tremplin, pour aller justement approfondir l'apprentissage du français et renvoyer vers la langue maternelle de l'apprenant, et la langue maternelle de l'apprenant va aller vers les autres langues maternelles de la classe. Et c'est ça l'essence même du plurilinguisme. Et merci d'avoir posé cette question. J'aurai plein de choses qu'on pourra discuter plus tard ensemble. Oui. Vous avez parlé dans mon livre qui va être publié prochainement, il y a une nouvelle artiste d'information. J'ai trouvé intéressant ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux dire des choses. Je regarde mon éditrice. Alors, oui, vous savez, cette idée de plurilinguisme est née
en 2018, quand le président Macron, vous savez, vous avez tous été informés, vers une ambition, la langue française, une ambition vers la langue française et le plurilinguisme. Et ça a interrogé beaucoup de personnes. C'est allé chercher des personnes en disant « mais pourquoi il parle de plurilinguisme ?» Bon, pour décentrer encore une fois le français de la France, en fait. Le français n'appartient pas à la France, le français appartient à toute personne qui l'aime et qui le communique dans la vie de tous les jours. Et vous êtes justement le vecteur aujourd'hui, si les apprenants aiment apprendre le français, parce que vous faites briller leurs yeux. Et Clé Internationale, je les ai approchés, j'ai dit « est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ?» Et mon éditrice est dans la salle, donc je suis heureuse d'avoir remis ce manuscrit avant-hier. Après, certes, il y a son chemin d'édition, vous voyez, où on corrige des choses, on nous dit « non, ça c'est pas très bon, ça c'est bon », voilà. Et je pense, j'espère en tout cas qu'en 2003 va paraître. Alors il y a trois parties dans ce livre. Il y a une partie, on revient sur les fondamentaux du plurilinguisme, mais beaucoup de pistes de salle de classe. Dans chaque chapitre, il y a au moins 2, 3, 4 pistes sur des pistes comme de grandes pistes en fait, de grands thèmes, d'accord, qui sont vulgarisés, simplifiés pour les enseignants de français. Après, il y a une deuxième partie qui porte sur des fiches. Des fiches, par exemple, je ne sais pas, on a vu tout à l'heure comment amener l'intercompréhension de langue. Ben, on va faire une fiche sur l'intercompréhension de langue, sur des exemples. Par exemple, on va travailler Harry Potter hein, et la notion du miroir dans les contes, hein, plurilingues et autres. Voilà, des fiches, il y a une douzaine de fiches. Et à la fin, il y a des témoignages de personnes qui utilisent le plurilinguisme dans leur salle de classe et quelques outils qu'ils ont utilisés, qu'on a référencés également dans ce livre-là. Alors, il va faire son chemin, assurément, il faut être un peu patient, mais je suis vraiment très très fière parce que c'est vulgarisé pour tous les niveaux, de A1 jusqu'à C2. C'est adaptable aussi à son milieu et ça vient nous questionner à nous, enseignants aujourd'hui, le plus important, c'est notre posture. Comment est-ce qu'on peut ne pas laisser quelqu'un sur le chemin? Et ne pas laisser quelqu'un sur le chemin passe par « oui, mon grand, je crois en toi. Oui, mon grand, t'es arrivé. » Le plus souvent, ils disent « mon enseignant de français m'a regardé comme un être humain. Il m'a encouragé. Je venais d'une autre langue, d'un autre pays. Il m'a dit « oui, t'es capable. » Et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Donc, c'est ça. Et j'espère, en fait, cette reconnaissance, c'est la plus belle, je l'espère. Et vous l'avez certainement dans la vie de tous les jours, quand un apprenant vous dit « mais madame, monsieur, vous m'avez transformé, vous m'avez changé, vous m'avez donné le goût d'apprendre le français, merci ». Et donc, sur ce, je vous remercie encore une fois et je suis à votre entière disposition dans les couloirs et partout pour qu'on puisse continuer cette discussion. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je ne veux pas empiéter sur le temps, donc je serai ravie. Merci encore à vous toutes et tous et que de bonnes choses.